Il y a plus de 120 ans, 3 gardiens de phare disparaissent littéralement. Un jour, ils étaient à leur poste sur une minuscule île balayée par les vents, et le lendemain, plus rien. Aucune trace, aucun corps. Juste un phare silencieux au large de l'Écosse. Un accident, un crime, ou quelque chose d'encore plus étrange, peut-être même surnaturel. Aujourd'hui, on replonge ensemble dans l'un des plus grands mystères d'Écosse, la disparition des gardiens du phare des îles Flannan. Bienvenue dans le bureau des archives. Les îles Flannan, qu'on appelait autrefois les 7 chasseurs, sont un petit groupe d'îlots rocheux, inhabités, battus par des vagues violentes à des dizaines de kilomètres de toute côte habitée. Sur la plus grande d'entre elles, Elean Mor, on décide à la fin du 19e siècle de construire un phare. 4 ans de travaux, au milieu de rien, balayés par le vent et la houle, pour faire sortir de la terre une tour de près de 20 mètres, inaugurée en 1899. Sa mission est simple, prévenir les navires des récifs qui ont déjà brisé des coques et englouti des équipages entiers. Par temps clair, sa lumière porte à plus de 30 km. Autant dire que pour les marins, c'est un repère vital. Pour faire vivre ce phare, on met en place un roulement de gardiens qui viennent y passer plusieurs semaines isolés du monde avant d'être relevés. En décembre 1900, c'est au tour de 3 hommes d'assurer la surveillance. Le premier, James Decatt, 43 ans, gardien principal expérimenté, déjà habitué aux conditions extrêmes des îles Flannan. Le second, Thomas Marshall, ancien gardien, solide, consciencieux, plus jeune mais déjà respecté. Et le dernier, Donald MacArthur, gardien d'appoint, appelé en renfort pour remplacer un collègue malade. Le 7 décembre, ils débarquent tous sur Elean Mor avec le surintendant des phares, Robert Mered, venu inspecter les lieux. Il vérifie d'abord la machinerie, les lampes, les réserves, tout est en ordre. Il salue enfin les 3 hommes et repart sur le continent. Ça sera malheureusement la dernière personne connue à les voir vivants. À distance, quand le brouillard le permet, les équipataires surveillent le phare à la longue vue. Du 7 au 12 décembre, rien d'anormal. La lumière fonctionne. Le 14, des navires qui passent confirment que le phare brille encore. Mais dans la nuit du 15 décembre, un bateau transatlantique remarque quelque chose de très inquiétant. La tour qui devait envoyer un faisceau dans l'obscurité est complètement éteinte. Le signal est rapporté au port, mais la météo est exécrable. Impossible d'envoyer un navire tout de suite. Ce n'est que le 26 décembre 1900, soit 11 jours plus tard, que le bateau de relève, l'Hespérus, parvient enfin à approcher de l'île. Le gardien de relève, Joseph Mor, s'attend à voir ses collègues prêts à l'accueillir comme d'habitude. Mais au lieu de ça, le silence. Aucun drapeau hissé pour signaler qu'on les a vus, aucun gardien sur la plateforme de débarquement, et pas de caisse de ravitaillement prête à être montée. Le capitaine fait sonner la corne du navire. Pas de réponse. Il tire une fusée de détresse. Toujours rien. Moore est envoyé seul à terre pour aller voir ce qui se passe. En montant le chemin escarpé vers le phare, il sent tout de suite que quelque chose cloche. La grille extérieure est fermée, la porte d'entrée aussi, mais pas verrouillée. À l'intérieur, la scène est presque trop ordonnée pour être rassurante. Les lits sont faits, la cuisine est rangée, les ustensiles sont propres, la lampe du phare a été nettoyée et remplie. Plusieurs détails glacent pourtant le sang de Moore. Une chaise est renversée au milieu de la pièce, un repas froid encore posé sur la table comme si on l'avait quitté en urgence, l'horloge murale est arrêtée, et surtout un manteau imperméable, un oilskin, est resté accroché à son crochet. Pourquoi est-ce que ce détail étonne ? Parce que dehors, en plein hiver, sur ce rocher, sortir sans manteau, c'est se condamner. Moore fouille le phare de fond en comble. Personne. Il retourne prévenir le capitaine qui envoie alors 2 marins l'aider à inspecter le reste de l'île. Côté débarcadère est, tout est normal. Les cordages, les installations, rien ne semble avoir bougé. Mais sur le débarcadère ouest, il découvre une toute autre scène. Des dégâts impressionnants. Une caisse de matériel pourtant fixée en hauteur a été arrachée et fracassée, des morceaux de rails de service sont tordus et des blocs de roches immenses ont été déplacés. Quelque chose de violent a clairement frappé ce secteur de l'île. En revanche, toujours aucune trace des 3 hommes. Pas d'empreintes et pas de vêtements, mis à part l'imperméable. Et surtout, pas de corps rejetés sur les rochers. Le bateau de service des gardiens, lui, est toujours là, intact. Ils ne sont donc pas partis en douce par la mer. Moore et 3 autres hommes restent sur l'île pour remettre le phare en fonction. L'Hespérus repart vers l'île de Lewis pour transmettre un télégramme. Le message qui arrive sur le continent est simple et terrifiant. Les 3 gardiens du phare des îles Flannan ont disparu. Le 29 décembre, le surintendant Robert Mered se rend à son tour sur place. C'est lui qui a recruté les 3 hommes, lui qui a inspecté le phare quelques jours avant la disparition.
Autant dire qu'il prend cette affaire très personnellement. Il examine chaque détail, l'imperméable, la lampe, la cuisine, les journaux de bord et les plateformes de débarquement. Le manteau resté à l'intérieur est identifié comme celui de MacArthur. Mais pourquoi aurait-il quitté le phare sans ce manteau alors qu'il connaissait les risques ? Et surtout, pourquoi les trois seraient-ils sortis en même temps, laissant la tour sans surveillance alors que le règlement impose qu'un homme reste toujours à l'intérieur ? Mered consulte les dernières notes. Le registre météo et technique officiel s'arrête au 13 décembre, mais des indications supplémentaires sont retrouvées sur l'ardoise de service jusqu'au 15 au matin. Extinction de la lumière, relevé de pression et de température. Ce qui signifie que les gardiens ont travaillé jusqu'à cette date. Alors que s'est-il passé ? Est-ce que les gardiens sont devenus fous et se sont perdus ou entretués ? Après son enquête, Mered élabore un scénario. Selon lui, Ducat et Marshall seraient d'abord sortis pour aller sécuriser le matériel du débarcadère ouest, là où justement on a retrouvé la caisse arrachée et les cordes éparpillées. On sait que Ducat avait déjà reçu une amende par le passé pour ne pas avoir suffisamment protégé son matériel en période de tempête. Il aurait donc décidé d'aller vérifier que tout tenait bon, malgré la mer agitée. Marshall, plus expérimenté, l'aurait accompagné. Ils auraient enfilé leurs manteaux et leurs bottes de mer, signe qu'ils descendaient vers les zones les plus exposées à la tempête. MacArthur, lui, serait resté un temps au phare comme le règlement l'exige. Mais depuis la tour, à plus de 60 mètres de hauteur, il aurait aperçu quelque chose de beaucoup plus grave. Une énorme vague scélérate fonçant sur la côte ouest, prête à balayer le débarcadère. Alors, pris de panique, il se serait précipité dehors sans prendre le temps d'attraper son manteau pour courir prévenir ses collègues. La suite, Mered la résume en une image simple et brutale. Les trois hommes, surpris au mauvais endroit au mauvais moment, emportés d'un coup par une vague géante remontant dans la faille, puis retombant avec une force telle qu'aucun corps n'a jamais été retrouvé. Une tragédie de mer, sans témoin, ni plus ni moins. Mais alors, pourquoi le mystère continue ? Eh bien, sur le papier, la théorie de la vague est logique. Elle colle aux dégâts observés au débarcadère ouest, au manteau resté à l'intérieur, et au fait que le phare ait été rangé et prêt pour la nuit. Pourtant, dès l'époque, beaucoup de gens refusent d'y croire. D'abord parce qu'aucun corps n'a jamais été récupéré. Ensuite parce que certains rapports de météo dans les îles environnantes évoquent des conditions plutôt calmes aux dates concernées. Enfin parce que les lieux traînent une réputation étrange bien avant la construction du phare. Sur Eleanmore se trouvent les ruines d'une ancienne chapelle dédiée à Saint Flannen, un évêque irlandais du 7e siècle. Pendant des siècles, des pèlerins y venaient accomplir des rituels étranges. Les bergers qui emmenaient leurs moutons parlaient de l'île comme un autre pays. Beaucoup racontaient ressentir une sorte de malaise, une présence, quelque chose de difficile à expliquer. Alors quand trois hommes disparaissent sans trace sur une île déjà entourée de légendes, les histoires s'envolent. Un oiseau géant, un serpent de mer, un navire fantôme, un enlèvement par des espions, voire par des extraterrestres. Plus les années passent et plus les versions se déforment, se romancent et se dramatisent. Et qu'est-ce qu'on peut vraiment dire aujourd'hui ? Entre les rumeurs, les faux journaux et les histoires racontées au coin du feu, qu'est-ce qu'il reste de solide ? Tout ce qu'on sait, c'est que les trois gardiens ont travaillé normalement jusqu'au 15 décembre, que le phare était propre, rangé et prêt pour la nuit, que 2 hommes sont sortis avec leur équipement de tempête, que le troisième est sorti ensuite sans son manteau, que le débarcadère ouest montre des dégâts considérables, compatibles avec une mer extrêmement violente, que le bateau des gardiens est resté à sa place et qu'aucune trace de lutte ni d'effraction n'a été trouvée dans la tour. Tout ce faisceau d'indices pointe vers un scénario simple, cruel mais plausible, une intervention de la nature et pas de surnaturel. Une vague scélérate, un enchaînement de mauvaises décisions et 3 hommes emportés sous les yeux d'un phare qui, ironie tragique, étaient justement là pour sauver des vies en mer. Aujourd'hui, Eleanmore est toujours là, battue par les vents, et le phare continue de veiller, mais désormais automatisé, et le mystère des 3 gardiens fascine encore. La version officielle parle d'un accident, les légendes, elles, parlent de malédiction, d'esprit. Entre les deux, il reste ce silence du 26 décembre 1900, un repas abandonné, une chaise renversée et un manteau qui attend encore son propriétaire. Et c'est comme ça qu'on termine le dossier du mystère des gardiens du phare des îles Flannen, et on se donne rendez-vous bientôt pour un nouveau dossier dans le bureau des archives.